Alors bonjour, je vais prendre la relève pour l'atelier Être présent à distance avec Monsieur Henri Boudreau. Je vais vous donner quelques petites directives avant de commencer. La conférence est d'une durée de 30 minutes et vu le nombre de participants, vous n'avez pas accès au micro ni à la caméra. Pour des questions, il n'y aura pas de période de questions proprement dit. Par contre, si vous désirez en laisser dans le chat, ce seront des choses qu'on pourra reprendre dans l'atelier en communauté de pratique cet après-midi. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter M. Boudreau. Il est actuellement vice-doyen aux études à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Il est détenteur d'un doctorat en didactique axé sur la formation professionnelle. Il enseigne d'ailleurs au bac en enseignement professionnel à l'UQAM, en didactique de la formation professionnelle. Il a été conseiller pédagogique et enseignant, toujours en formation professionnelle pendant de nombreuses années. En fait, il œuvre en formation professionnelle depuis plus de 40 ans et il milite ardemment pour la valorisation de l'AFP René Coupe, je et crois. enseignants qui y travaillent. À son centre de recherche, ses travaux portent, entre autres, sur les conditions à mettre en place pour favoriser le développement des compétences professionnelles par les apprenants. C'est d'ailleurs sur les conditions d'enseignement, bousculées par la situation de la pandémie et ses conséquences sur la formation à distance, que sera basée sa communication pour débuter notre rendez-vous ce matin. Alors, M. Boudreau, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement en formation professionnelle. C'est sûr que nous faisons face à des circonstances qui sont pas toujours à notre satisfaction, mais je vous indique que c'est par rapport à la présentation que je vais vous faire, c'est de faire en sorte de voir la situation comme un défi à relever et non pas comme une situation à subir à toute fin pratique. Donc, on fait face, dans le fond, à un défi qui nous amène à avoir différentes opportunités. Et j'ai voulu vous faire une présentation qui n'était pas en lien avec de vous fournir un ensemble de solutions, mais plutôt de se questionner ensemble. Cet après-midi, on aura l'occasion, dans certains ateliers de communauté de pratique, à échanger sur les pratiques que l'on a mis en œuvre pour être en mesure de faire face à la situation. Mais j'aimerais simplement ce matin nous amener à penser autrement, de voir la situation sous différents angles de l'apprenant, de l'enseignant, des conditions dans lesquelles on se trouve. Et c'est pour ça que je vais appeler ma présentation Être présent à distance, mais comment être présent autrement. Donc, je vis également, à même titre que vous, comme enseignant ou comme administrateur scolaire, la même situation. Je suis vice-doyen aux études à l'UQAM et on a à faire face à ces nombreux défis-là, tout autant comme moi également, comme enseignant, comme professeur à l'université, mais également comme intervenant dans les différentes commissions scolaires au Québec lorsqu'on me demande de faire des interventions. Donc, je voudrais vous présenter un peu la façon dont j'aborde la problématique, ainsi que de voir un peu comment on peut placer la problématique pour essayer de penser autrement. Donc, suite à des consultations que j'ai faites auprès de différents enseignants dans le milieu de la formation professionnelle, puis également à partir des enseignants que j'ai dans mes cours à toute fin pratique, donc ça me donne un certain guide pour essayer de vous sensibiliser ou de vous indiquer des pistes de réflexion. D'entrée de jeu, il faut toujours penser que le rôle de l'enseignant, et c'est sous cet angle-là que j'aborde toute ma présentation, le rôle premier de l'enseignant, c'est de faire apprendre. Donc, ça a l'air un peu paradoxal de dire ça, ou d'une évidence première, de fond, de dire que le rôle de l'enseignant, c'est de faire apprendre, mais c'est parce que suite à différentes questions que j'ai eues du milieu, où est-ce qu'on se préoccupait d'évaluation, on se préoccupait de la présence des étudiants, on se préoccupait d'un paquet d'éléments qui étaient en lien avec les changements de modalité, mais parfois on oublie la raison d'être première que l'on a et qui fait en sorte que c'est cette raison-là qui doit nous guider dans les pistes de solutions. Il est clair que dans un premier temps, ce que je veux vous présenter,
c'est comment, en termes de contexte. Donc, pour être en mesure de trouver des pistes de solutions par rapport à cette situation, il faut être capable d'essayer un peu d'interpréter le contexte dans lequel on se trouve. Donc, faire apprendre à distance, et c'est plutôt ça, j'aime mieux ce terme-là que de dire la formation à distance. Je l'ai vécu avec mes étudiants cette année, c'est d'aborder l'organisation de formation dans un autre angle où est-ce que c'est pas tellement ce que je veux faire, mais comment je vais m'y prendre pour que l'apprenant fasse ce il doit faire pour apprendre. Et là, je vous ai indiqué ici un certain nombre d'éléments à considérer lorsqu'on aborde l'apprenant à distance. Donc, tout le volet de l'autonomie, comment rendre l'apprenant plus autonome, l'engagement, comment l'engager dans ses apprentissages, la présence, on m'a souligné à maintes reprises comment faire pour que l'apprenant soit présent au moment opportun lorsqu'on fait de la formation à distance. Tout le volet également de la participation. Donc, comment faire participer, la motivation, l'attention, la discipline, pas dans le sens du contrôle de la classe, mais que l'apprenant se discipline à être présent, à faire les travaux, à s'impliquer à tout ça pratique, et tout le volet de l'anxiété également, que les apprenants vivent aussi. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qu'on doit considérer par rapport à la perspective de l'apprenant, parce que c'est ça le premier élément à considérer lorsqu'on veut faire face à la situation présentement. Il faut regarder la situation par les yeux du bénéficiaire de notre activité. Donc, c'est par les yeux de l'apprenant. Peut-être que ça peut vous amener à voir ça de façon plus complexe, mais il faut se mettre à sa place et vous verrez, je vous indiquerai tout à l'heure un certain nombre de questions à laquelle il faut s'attarder à répondre. Également, au niveau de l'enseignant, quels sont le contexte de l'enseignant? C'est l'organisation des apprentissages. Il faut bien comprendre que dans le modèle en présentiel, vous n'avez pas à vous préoccuper d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple la présence de l'étudiant. Il est soit présent à l'école ou il n'est pas présent, mais il est dans votre classe. Le fait également que vous avez un certain contrôle par votre personnalité à intéresser, motiver, stimuler l'apprenant, mais maintenant, c'est à distance. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que présentement, ce n'est plus la personnalité de l'enseignant qui suscite l'intérêt de l'apprenant à participer, mais plutôt ce qu'il va organiser comme apprentissage. Également, la planification de l'enseignement vient prendre un acte beaucoup plus important que c'était précédemment, où on pouvait éventuellement, à la limite, improviser certaines rencontres, certaines séances, mais on ne peut plus aborder la formation sous cet angle-là maintenant. Ça demande plus d'organisation, plus de planification, plus d'organisation. Également, le volet évaluation propose ses défis propres également. On vit un milieu universitaire comme vous le vivez probablement. Le fait que ce soit à distance crée des défis très importants à relever dans le domaine de l'évaluation pour s'assurer que c'est bien le bon apprenant qui répond, c'est bien est-ce que les conditions font en sorte que c'est transparent, c'est également, est-ce que c'est le bon apprenant qui est là, et également, c'est si les conditions légales ou les conditions de confidentialité sont rencontrées pour l'évaluation. C'est des défis qui ne sont pas encore relevés à pleine mesure pour l'instant. La philosophie au niveau de l'évaluation, plutôt que d'essayer de contrôler ce qui se passe à l'autre bout avec les apprenants, c'est surtout de se dire, est-ce que je peux changer la façon d'évaluer? C'est plutôt ça qu'il faut aborder. Les modèles traditionnels présentiels sont totalement remis en question dans une situation à distance et numérique tout sympathique. Également, on est conscient du manque de temps. Le défi de l'enseignement à distance, c'est d'être obligé d'investir nettement plus de temps pour s'organiser, pour se planifier, pour développer du matériel nouveau, pour susciter l'intérêt de l'apprenant, pour le motiver. Donc, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui s'intègre dans une tâche conventionnelle, mais pour l'avoir vécu moi-même, même si si mon cours était organisé déjà en format hybride préalablement, j'ai dû investir un minimum de 4 à 5 heures d'adaptation pour chaque heure que j'avais de formation à donner en soi. Donc, vous voyez, le défi en termes de manque de temps, de gestion de temps, n'est pas anodin à cet égard-là. Également, le suivi pédagogique. Tout le volet de ce que l'on pouvait faire de façon spontanée en présence se retrouve nettement différent maintenant à distance.
les pratiques à distance, défi qui n'est pas encore relevé à toute fin pratique également. Donc, comment on peut faire de la pratique à distance et tout le volet de l'accompagnement des élèves en difficulté. Donc, ça aussi font partie de l'environnement, du contexte à laquelle on doit répondre pour être en mesure de relever le défi à laquelle on a à faire face. Finalement, les conditions de façon générale, donc on parle de conditions numériques de l'apprenant parce que peu importe l'organisation que vous aurez fait, peu importe la motivation de l'apprenant, tout ça est subordonné à certaines conditions. Si on ne les rencontre pas, les objectifs ne pourront pas être atteints. Les conditions numériques des apprenants, on le voit même, vous allez le vivre aujourd'hui, les bandes passantes que l'on peut retrouver de qualité variable, dépendamment où on se situe au Québec, puis également les forfaits que les gens ont. Les grippins informatiques, quand on se retrouve dans un environnement familial où tout le monde est à distance, ça amène des défis en termes d'infrastructure, d'équipement qui n'est pas anodin et qu'il faut considérer. Également, des compétences numériques des enseignants. D'utiliser de façon occasionnelle l'informatique pour faire des travaux, faire de la communication à distance, utiliser Internet, c'est une chose. D'avoir les compétences nécessaires pour développer des applications, faire des apprentissages, faire le suivi, accompagner. Également, ça fait partie de la panoplie des conditions que l'on doit gérer en même temps que des objectifs que l'on doit atteindre. Les problèmes technologiques, ainsi que les environnements d'apprentissage numériques et autres. Donc, tout ça fait en sorte que ça vient teinter de façon plus ardue les différents éléments du contexte que je vous ai indiqué par rapport aux enseignants et aux apprenants. Regardons maintenant, je les ai mis sous forme de questionnements importants à se poser et je reprends chacun des variables en ce qui a trait ou des intervenants, l'enseignant et l'apprenant, parce qu'il faut toujours se dire que essentiellement, à faire apprendre, c'est la relation qui établit un enseignant avec l'apprenant versus le lien que l'apprenant a avec l'objet de formation. Donc, c'est ça qui est le jeu. Le défi maintenant, c'est que le contexte a changé. Donc, comment on réaménage tout ça dans ce nouveau contexte? Donc, regardons les questions qu'on est en droit de se poser, en tout cas que je vais essayer d'imaginer qu'un enseignant peut se poser suite aux expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Donc, c'est des questions très pratico-pratiques. Donc, comment vais-je donner accès au savoir à apprendre? Entre autres choses, on sait qu'on a des limitations au niveau des technologies. Si au niveau présentiel, j'avais la conviction que de donner une formation d'1 heure et 2 heures de théorie, ça avait un certain niveau de performance, on comprendra que le taux d'attention au niveau du numérique est relativement plus bas. Donc, et également, c'est que il faut que je donne accès au savoir. Si la seule façon de donner accès au savoir, c'est de faire une séance vidéo synchrone avec les étudiants, on s'aperçoit que souvent les caméras ne sont pas activées, on se demande si la personne est présente, etc. Donc, comment vais-je donner accès au savoir autrement que dans la façon traditionnelle que j'utilisais quand j'étais en présentiel comme enseignant? Autre question, quelles sont les conditions technopédagogiques de mes apprenants? Donc, ça aussi, il faut s'assurer que les modalités qu'on mettra en place, les stratégies qu'on mettra en place, la manière dont je vais m'y prendre, soit à la portée technologique. Ça peut être à la portée intellectuelle, mais pas nécessairement technologique des apprenants. C'est la limitation que l'on a. Également, comment vais-je faire pour les motiver? Comment motiver à distance? Car souvent, même en présence, on avait des doutes sur certains niveaux de motivation. C'est un défi qui est excessivement important. Comment faire en sorte que, parce que sans la motivation, on s'entend que l'apprenant ne mettra pas les énergies nécessaires aux apprentissages que l'on veut lui faire réaliser. Donc, et soyez assurés que vous n'êtes pas le seul à vous questionner sur ce volet-là. Souvent, les étudiants en formation professionnelle se sont inscrits en formation parce que on avait un volet plus pratico-pratique. Comment on fait maintenant pour reproduire ce type de situation? Comment créer le besoin d'apprendre les savoirs? Parce que encore, c'est que si on a de la difficulté au niveau de le faire apprendre l'aspect pratique, comment on va en arriver à ce que l'apprenant se rende compte que le savoir qui est nécessaire à la compréhension de la pratique qu'on lui fait faire? Donc, ça aussi, c'est un questionnement qui est important sur lequel on doit se pencher. Comment organiser la formation pratique? Donc, c'est une chose, on doit faire de la pratique, mais comment on l'organise à l'intérieur d'un nouveau scénario, de nouvelles modalités. Pour faire suite également, on peut se poser la question comment prendre les apprenants
comment rendre les apprenants plus autonomes? Souvent, j'ai entendu de par certains intervenants dans l'enseignement, oui, mais les étudiants ne sont pas autonomes. Ils ne pourront pas être plus autonomes que l'organisation de l'enseignement a pris compte de ce volet-là, dans le sens qu'on ne peut pas être autonome si c'est la planification est incomplète ou que l'apprenant ne comprend pas comment l'organisation de la formation est faite. Donc, il est important de faire en sorte que non seulement vous, vous êtes planifié et organisé, mais que l'apprenant puisse prendre conscience de cette organisation-là pour qu'il puisse manifester cette autonomie-là. Également, qu'est-ce que l'apprenant devra faire pour s'approprier les savoirs? Donc, c'est une chose de vouloir lui faire apprendre des savoirs, mais comment il va se les approprier? Est-ce que c'est simplement par de la transmission à distance? On voit des limitations que ça peut provoquer. Donc, comment susciter l'intérêt? Vous voyez tous les morceaux ensemble de la motivation, de l'organisation, de l'autonomie, de l'intérêt également et du besoin d'apprendre font partie des défis de l'enseignant dans cette nouvelle modalité. Elle le faisait également, étaient présents ces défis-là avant au niveau présentiel. Mais la situation faisait en sorte que certains éléments pourraient être occultés par des éléments compensatoires qu'on pourrait avoir dans l'organisation de l'enseignement. Mais avec la formation à distance, ça vient exacerber tous les manquements ou les incongruités qu'il pourrait y avoir dans l'organisation de la formation ou qui pourraient être compensées autrement. Donc là, on ne peut pas passer à côté. C'est plus maintenant la personnalité ou l'animation ou la passion de l'enseignant qui devient un élément clé, mais plutôt la manière dont il va organiser la formation, puis les apprenants vont s'y retrouver à l'intérieur de cette formation-là. Donc, l'autre question, c'est qu'est-ce que je devrais faire pour que l'apprenant, bon, ça, on avait parlé au niveau de la suite de la question 7 qui était qu'est-ce que l'apprenant devra faire, et également vous, qu'est-ce que vous devrez faire pour que l'apprenant s'approprie les savoirs. En neuvième question, c'est quelles sont les ressources didactiques que je devrais concevoir pour aider l'apprenant? Quand je parlais au tout début de la problématique du temps, c'est que vous devez vous devez consacrer beaucoup plus de temps à votre planification, à votre organisation, mais aussi à la fabrication. Donc, il est important de penser que le fait de simplement d'un changement de modalité n'est pas que l'affaire de l'enseignant avec l'apprenant, mais c'est une mobilisation institutionnelle qu'il faut être mis en place pour être capable de faire en sorte qu'on ait les instruments à la hauteur des défis qu'on a à relever au niveau des apprentissages. Donc, on ne peut pas laisser ça entre les mains simplement de l'enseignant sous sa responsabilité, mais également de fournir les ressources, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient professionnelles, nécessaires pour être capable de produire ces instruments. Et finalement, comment vais-je répartir les moments et les temps de mes interventions? On n'est plus à ce moment-ci à faire en sorte de donner une séance de 3 heures. J'avais un enseignant l'autre jour qui me posait la question comment faire pour stimuler des étudiants dans une séance Zoom de 5 heures. C'est impossible. Déjà, en 30 minutes, c'est pas évident. Fait qu'imaginez 5 heures, mais comment on change ces pratiques-là? Donc, ça demande énormément d'accompagnement. Ça, c'était les questions. Il y en a probablement beaucoup d'autres. On verra au niveau de l'atelier de cet après-midi, dans les ateliers de communauté de pratique, jusqu'où on pourra se rendre dans ces questionnements-là. Mais c'est les 10 questions que j'ai perçues suite aux interventions que j'ai eues avec des enseignants sur la situation actuelle. Regardons maintenant, parce que de se poser des questions comme enseignant, c'est une chose, mais est-ce que les questions qu'on se pose amènent des réponses aux questions que l'apprenant se pose? Et là aussi, j'ai voulu faire un exercice pour me dire, si je suis un apprenant, quelle question m'amène la situation à laquelle j'ai à faire face? Donc, et l'idéal là-dedans, c'est que les questions que je me pose soient relativement assez similaires aux questions que se pose l'apprenant pour que les réponses puissent satisfaire des deux côtés. Je n'ai pas fait cet exercice-là. Ça sera l'objet des discussions que l'on aura ensemble. Mais voici un peu les 10 questions que je peux supposer que les apprenants se posent dans cette situation-là, suite à ce que j'ai vécu et au questionnement que j'ai eu auprès de l'apprenant comme tel. Donc, dans le fond, l'enseignant peut bien préparer des activités et présenter ça aux étudiants, mais l'étudiant peut se poser la question, pourquoi dois-je faire ça? Donc, et là, on n'est pas dans l'informel, on le voit dans nos interventions auprès des collègues, je le vois moi ici à l'université également, où on s'aperçoit que le volet informel de la réalité à laquelle on faisait face en présence, résolvait énormément de problématiques qui maintenant, je dois tenir compte dans la structure de mon travail. C'est avant une réunion, on pouvait facilement faire en sorte de résoudre certaines problématiques par des questions préalables.
Là, maintenant, on n'a plus les discours de corridor, si on peut dire. Si on peut dire, on n'a plus l'informel. Donc, on doit se préoccuper de questionnements qui, parfois, on ne se posait même pas cette question-là préalablement parce que c'était réglé de façon informelle dans le contexte où on se retrouvait. Donc, l'autre question qu'un apprenant peut se poser, c'est qu'est-ce que l'on attend de moi? Donc, c'est pas anodin, c'est que si je veux le mobiliser, si je veux qu'il soit autonome, si je veux faire en sorte qu'il s'engage dans la formation, il faut qu'il ait la réponse à cette question-là. Qu'est-ce que l'on attend de moi en termes d'efforts à fournir, d'activités à réaliser, etc. Donc, regardons maintenant, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, là aussi, ça devient un élément beaucoup plus important dans la structure à distance. Et c'est ce que j'ai appliqué, moi, dans mes formations. C'est que dès la première rencontre, pour créer un cadre clair aux apprenants de ce qui allait se passer, je leur disais, bon, on a 15 séances ensemble, il y a 15 thématiques et vous avez 15 tâches à faire. Donc, là, je les ai fournis, par exemple, un itinéraire des apprentissages. Voici les 15 tâches que je vais vous demander à faire. Donc, on avait placé, par ce cadre-là, j'avais placé un peu le scénario général de tout le déroulement. C'est que dans le fond, là, l'apprenant savait ce que j'attendais de lui. Il savait, il était en mesure de faire le lien entre ce que l'on allait traiter en termes de contenu et de savoir versus ce qu'il y avait à réaliser. Donc, on avait mis en place un peu les paramètres de ce qui allait se passer dans la formation. Donc, l'élément important de ce qu'il faut qu'il fasse, ce n'est pas anodin. Parfois, l'apprenant, quand il est en présentiel, il ne se préoccupait pas, il suivait le flow, si on peut dire. Il rentrait le matin à l'école, il suivait sa formation, qu'elle soit en salle ou qu'elle soit en laboratoire ou en atelier, et il suivait la démarche de la journée à faire pratique. Donc, il pouvait, dans le fond, être très passif dans cette démarche-là, mais là, il n'a pas le choix d'être actif dans cette démarche-là, mais encore faut-il lui fournir les outils en conséquence. Quatrième question qui pourrait se poser, comment devrais-je m'y prendre? Parce que souvent, dans l'informel, encore, je vous disais tout à l'heure, en présentiel, de façon informelle, on pose une question et il écoute la réponse que son collègue a pu poser. Donc, il y avait un genre de transfert qui se faisait informel dans la situation qui ne peut plus se faire. Donc, le volet de comment devrais-je m'y prendre devient un élément plus accentué dans cette nouvelle modalité-là. Comment vais-je savoir que c'est la bonne façon de faire? Là aussi, ça nous amène à penser à l'accompagnement. Comment cet accompagnement-là peut se faire en dehors des moments prédéterminés en ce qui a trait à de la présentation synchrone. Hein. On se retrouve présentement avec des modalités relativement assez limitées. On est soit synchrone, c'est-à-dire que l'enseignant est là au même moment que l'apprenant, ou soit qu'on est asynchrone. Donc, si c'est asynchrone, l'apprenant peut avoir accès à l'information en d'autres temps que les moments en présence de l'enseignant. Donc, on se retrouve avec ces deux formats-là où on peut être également synchrone en vidéo, mais synchrone en forum. Quel outil que je fournis à l'apprenant pour qu'il puisse avoir accès à de l'information en tout temps, tout au long de ses apprentissages. Donc, et ce n'est pas anodin pour l'organisation de la formation. Est-ce que j'ai bien fait ce que l'on me demande? Dans tout, ça aussi, dans l'informel, lorsqu'on faisait de l'enseignement en présence, on se promenait en atelier ou en laboratoire, les apprenants faisaient leurs activités, ils pouvaient nous demander en tout temps est-ce que ce que je fais est correct ou pas, et là, on pouvait intervenir et faire des ajustements en conséquence. Donc, ça aussi, c'est un élément à prendre en considération dans le cheminement du processus d'apprentissage de l'apprenant. Comment vais-je avoir accès à ce qu'il faut que j'apprenne pour faire ce que l'on me demande? Donc aussi, est-ce que des ressources, est-ce que la seule ressource, c'est le professeur qui fait sa présentation synchrone ou sa présentation vidéo? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à sa disposition pour qu'il puisse faire face à la situation ou à ce qu'on s'attend des apprentissages qu'il devra réaliser? Est-ce que j'ai bien compris? Là aussi, c'est entre est-ce que j'ai fait ce qu'on me demande et est-ce que j'ai bien compris? Ça aussi, ça faisait partie de l'informel souvent dans les échanges entre les intervenants au niveau des questions et des réponses qui pourraient se faire en salle. Donc, comment maintenant la validation de ce qu'il a compris peut se faire? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Parce qu'avoir compris est une chose, avoir le sentiment d'avoir compris est une chose, mais lorsque j'applique et je fais ce transfert-là de la connaissance théorique à la connaissance pratique, est-ce que l'essai-erreur que je peux faire
Est-ce que j'ai un guidage qui va m'amener à comprendre que je suis dans la bonne direction, que je dois corriger les actions que je dois faire? Et finalement, la 10e question que j'ai inventoriée, c'est est-ce que j'ai réussi à faire ce qu'on me demande? Hein, donc, c'est tout ce cycle-là, parce que ultimement, l'apprenant, dans toute sa démarche, c'est des activités qu'on lui fait faire et c'est la relation entre l'activité, le résultat obtenu et l'intervention de l'enseignant qui fait en sorte que l'apprentissage se réalise. Donc, on est dans un processus d'apprentissage. Donc, le questionnement de l'apprenant est lié à ça, mais dans le cas du professeur ou de l'enseignant, sa préoccupation est beaucoup plus large. Il ne faut pas oublier ce cap-là en toute fin pratique, en bout de piste, parce que c'est ça qui est notre raison d'être en toute fin pratique. Donc, si on regarde le autrement, dans le fond, il faut penser autrement de la formation qu'en présence. Et également, il faut se dire que ce n'est pas momentané, dans le sens que les questions qu'on se pose, les modalités qu'on est en train de mettre en œuvre et les nouvelles pratiques qu'on est en train de développer ne disparaîtront pas le jour qu'il y aura un vaccin où on viendra en classe. Il y a des choses qui sont là pour rester parce que ce n'est pas tous des mauvais éléments avec lesquels on a à faire face. Il y a des nouvelles idées qui s'installent. Je le vois avec mes étudiants où, dans certaines circonstances, je me suis aperçu que les apprentissages étaient nettement supérieurs à ce que je pouvais réaliser en présence. Donc, il y a des choses qui vont demeurer. Mais revoir nos stratégies pédagogiques, j'ai mis 5 éléments là-dessus, c'est améliorer la cohérence pédagogique entre l'objectif, les méthodes et l'évaluation. Donc, vous voyez, parfois, c'est un genre de jeu de blocs que l'on avait où il fallait bien évaluer, il fallait bien faire la formation en présence, faire la formation théorique, faire des activités. Mais là, on a comme une obligation, comme je l'ai dit au tout début, de planification et d'organisation cohérente. Ce n'est plus la structure qui rend la démarche cohérente, c'est-à-dire que le fait que l'apprenant se rende à l'école, se rende au centre de formation, se rende dans sa classe, se rende dans l'atelier et suit la démarche de la journée. Là, maintenant, je dois avoir une cohérence entre l'organisation que je mets en place, les objectifs que je veux atteindre, les méthodes que je vais utiliser les plus performantes par rapport à l'objet d'apprentissage et la finalité qui est l'évaluation. Donc, ça, c'est une prise en considération du penser autrement. L'autre élément, c'est de rendre l'étudiant plus actif durant son cours. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est contrairement à ce que je faisais préalablement, où est-ce que je disais, bon, ben voici tel contenu théorique qu'il faut que l'apprenant s'approprie pour faire la pratique, etc. Mais la démarche que moi j'ai mis en place, c'est plutôt la nouvelle façon que j'ai mis en place pour être capable de planifier ma formation. Je me suis plutôt posé la question, qu'est-ce que je vais faire faire à l'apprenant? Plutôt que de dire, qu'est-ce que moi j'aurai à donner comme enseignement? Ma colonne vertébrale de ma planification a plutôt été, moi je veux rendre l'apprenant actif. Qu'est-ce que je vais lui faire faire pour qu'il apprenne ce que je veux lui faire apprendre? Donc, c'est une autre façon d'aborder la planification et l'organisation. C'est que oui, j'ai en tête le contenu à faire apprendre, mais en même temps, je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais lui faire faire avec ce contenu-là pour qu'il l'apprenne? Donc, ça, c'est l'autre façon de voir la chose avec ce qui nous est amené par la pandémie. Augmenter la valeur des activités aux yeux de l'étudiant. Là encore, c'est que souvent, les apprenants, les activités qu'ils faisaient en présence, pouvaient se poser la question, la fameuse question que je me pose tout le temps, c'est de quoi ça donne, de dire que quand l'apprenant pose cette question-là, qu'est-ce que ça donne d'apprendre ça? À ce moment-là, c'est qu'il ne donne pas beaucoup de valeur à ce qu'on veut lui faire faire. Mais là, étant donné qu'il est à distance, il faut qu'il soit en mesure de percevoir cette valeur-là. Parce que s'il a l'impression, s'il met en doute la pertinence de ce qu'on lui fait faire et qu'il ne se rend pas compte de cette valeur-là, à ce moment-là, il ne fournira pas les énergies nécessaires. Et là, on aura des problèmes de présence et des problèmes d'organisation des apprentissages et de discipline au niveau de l'apprenant en termes d'organisation de ses apprentissages. Finalement, un quatrième élément, c'est d'augmenter le sentiment de compétence de l'étudiant. Donc, vous voyez, en présence, on était là tout au long du processus en mettant la main dans le dos de l'étudiant en disant oui, c'est bien ce que tu fais, d'être capable d'être là pour le motiver, le stimuler, l'encourager. Mais comment maintenant l'apprenant peut vivre cet élément-là d'un sentiment de compétence, d'évolution de sa compétence. Donc, ce sentiment-là qu'on doit alimenter tout au long. Et finalement, donner à l'étudiant davantage de contrôle et d'autonomie sur ses tâches et le pilotage de ses apprentissages. Avant, c'était encadré par la gestion de classe qu'on appelait que l'enseignant devait se préoccuper. Maintenant, il faut remettre une partie du contrôle du processus entre les mains de l'apprenant. Comment on peut faire ce genre de transfert-là
chez l'apprenant de le mettre en contrôle de ses apprentissages. Donc, ça résume un peu les 5 questions de la stratégie pédagogique à mettre en place pour réfléchir sur les moyens d'adaptation que l'on doit considérer. En conclusion, ce que je vous amènerais, c'est toujours en parlant de s'adapter, donc comment être présent autrement, c'est qu'il faut toujours penser qu'un niveau de compétence supérieur, c'est une capacité à s'adapter et à faire face à des nouveautés et à être résilient. De par sa nature même, chez l'enseignant, qu'il soit en formation professionnelle ou en formation générale, l'élément clé de sa compétence, c'est sa capacité d'adaptation. On peut dire qu'on est mis à l'épreuve dans les circonstances actuelles de ce niveau de compétence-là, mais il faut plutôt, comme je l'ai dit en entrée de jeu au départ, de voir ça comme des opportunités. Il y a des choses géniales à lesquelles on est obligé de faire face présentement, qu'on aurait peut-être passé à côté préalablement, et que là nous amène à réfléchir que dans le fond, de remettre en question des pratiques qui étaient ancestrales, si on peut dire, dans l'enseignement, et finalement, ça nous fait découvrir qu'en s'ouvrant à cette réalité-là et aux opportunités à lesquelles on fait face, ça nous amène à penser que lorsqu'on reviendra dans une certaine normalité, que des choses qu'il ne faudra pas toutes remettre de côté en disant on va revenir comme avant, mais d'être capable d'exploiter ce que l'on aura découvert avec cette nouvelle situation-là. Donc, les 2 maîtres mots que l'on doit souligner, puis c'est par l'expérimentation que j'ai eu à vivre avec mes étudiants et que je vis présentement avec mes étudiants, l'élément de réussite. Ce n'est pas tellement l'organisation des contenus, l'animation, les dessins ou les types d'activités que l'on peut faire avec tous les médiums que l'on peut utiliser en termes de nouvelles technologies. Mais les 2 mots-clés, c'est accompagner et supporter. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on voit vraiment la mise en œuvre de cette composante-là, de ces 2 composantes-là. Comment je peux accompagner mon apprenant à apprendre ce que je veux qu'il apprenne? Et pour l'accompagner, il faut également que je le supporte. Comment je vais le supporter au moment difficile qu'il aura à vivre? Parce qu'essentiellement, un enseignant, l'essence de sa présence, c'est d'être présent au moment où l'apprenant se pose des questions, au moment où l'apprenant a des problématiques pour l'amener vers la réussite. Donc, je conclurai sur ces 2 éléments-là ma présentation et j'avais simplement humblement comme objectif d'un peu mettre la table par rapport au peu d'expérience que l'on a développé depuis le début de la pandémie. Et une fois l'urgence passée, où est-ce que l'on en arrive présentement à installer des dispositifs et des façons de faire qui sont un peu plus réfléchies, de vous amener à vous poser des questions d'une façon de réfléchir à la problématique qui nous ramène vers l'essence de notre fonction de travail, qui est simplement de faire apprendre un métier à des apprenants et de développer leurs compétences pour qu'ils puissent, malgré la situation, atteindre les mêmes objectifs qu'ils auraient atteints dans un temps supposément normal à tout un pratique. Donc, je vous souhaite une bonne suite au niveau de la journée. On se reverra en ce qui me concerne, certains d'entre vous dans la rencontre de cet après-midi pour la communauté de pratique pour les métiers de fabrication, où on essayera à ce moment-là, ce sera plus vous qui parlerez ou vous amènerez, vous, des idées de ce que vous avez fait, parce qu'immanquablement, de votre expérience et de la situation, il y a énormément de choses géniales qui se font présentement. Faut pas minimiser les actions qui se font. J'ai vu dans différentes commissions scolaires des actions faites de façon spontanée par des enseignants qui est absolument génial. Donc, il ne faut pas avoir peur de vouloir mettre de l'avant ce que l'on a réalisé au meilleur profit de tous les autres. C'est pour ça qu'on veut mettre en place des communautés de pratique pour se supporter, pour améliorer non seulement la situation actuelle, mais également notre situation régulière comme enseignant pour aller de l'avant en formation professionnelle et de la mettre à l'avant-garde d'une valeur ajoutée au Québec pour le développement de notre main-d'œuvre. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit cet après-midi. Alors, merci beaucoup, M. Boudreau. On va laisser la place maintenant au prochain conférencier, M. Charland.